4, 3, 2. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h10 et voici votre journal. Les titres aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière le métier de présentateur télé? De nombreux journalistes rêvent de fouler un jour les plateaux de télévision, mais seulement quelques-uns y arrivent. Nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre eux. Trouver un CDI après ses études à l'IEX, mission impossible. Nous avons rencontré d'anciens étudiants qui sont venus nous partager leur expérience. L'un est journaliste, l'autre organisatrice de la Bicom. Thomas Deschamps et Clara Robot seront nos invités aujourd'hui. Être présentateur, c'est le rêve de beaucoup d'aspirants journalistes, mais le chemin pour y arriver est long et beaucoup n'arrivent pas au bout de celui-ci. Rosalie Kuhn, François Sirio, Rita Jazouli, Luna De Wilde et Odile Léonard ont rencontré Véronique Barbier et Nicolas Pipin dans leur préparation du journal télévisé. Le 13h, Véronique Barbier. À la une formule qui a de plus en plus la cote, le coworking se développe. Le métier de présentateur, beaucoup en rêvent. Véronique Barbier et Nicolas Pipin sont 2 alumni de l'IEX qui présentent le journal télévisé toutes les semaines. C'est après un long parcours que Véronique a trouvé sa place à la RTBF. Après s'être fait remarquer à la radio, elle réussit les castings pour devenir présentatrice télé. Elle a maintenant plus de 20 ans d'expérience. J'ai commencé finalement à faire JT Soir, c'était vraiment à 22h30, qui était très utile pour se former. J'ai présenté une émission qui était un peu itinérante, tous les jours on était dans un lieu différent. Ça c'est une très bonne école parce que c'est un travail sans prompteur, sans sécurité, donc c'était très formateur. Pour Nicolas Pipin, LN24 a été l'occasion de découvrir une nouvelle facette du métier de journaliste qu'il n'envisageait pas. Parce qu'à la base, ils ne cherchaient pas vraiment des présentateurs, le poste était juste pour faire JRI. Et du coup, c'est vraiment quand en fait, on faisait des essais pendant les 2 mois d'été avant le lancement de LN24. Et c'est là qu'en fait, c'était une formatrice d'RTL qui était venue et qui a dit je le verrais bien en présentation, lui en fait on devrait faire plus de tests. Et petit à petit, ils se sont dit ok, on va le mettre là. Et moi j'ai pris goût à le faire, donc je me suis retrouvé là un peu par hasard au final. Texte écrit, reportage terminé. Direction le plateau pour les derniers tests. L'adrénaline monte. Place au direct. Et top. Victimes, les pharmacies belges sont touchées par une pénurie de médicaments. Dès qu'il y a un problème technique, dès qu'il y a une image qui passe pas, dès qu'il y a un problème de Skype, parce que voilà, c'est devenu la norme, effectivement, c'est toujours le présentateur qui prend et c'est sur lui que ça retombe s'il y a eu des problèmes à l'antenne. Maintenant, les avantages, c'est un métier, on parle d'une actualité qui varie quand même d'un jour à l'autre. Oui, il n'y a pas une journée qui est semblable à une autre, donc ça c'est assez sympa. Nombreux sont ceux qui souhaitent devenir présentateurs. Ils ne sont pourtant que quelques-uns à y parvenir. Tu as du coup trop vite envie d'y arriver, et alors que normalement il y a quand même pas mal de marches à gravir avant de devenir présentateur. LN24 c'est une jeune chaîne qui a voulu miser sur la jeunesse, qui a voulu miser sur des nouveaux profils et donc j'ai eu cette chance de me retrouver là. Mais voilà, des chaînes comme RTL, comme RTB, il faut quand même vachement montrer ses preuves avant. Je ne pense pas qu'il faut rentrer et choisir le métier de journaliste en se disant je vais devenir présentateur. Mais par contre, si vous êtes passionné par l'info, par l'actu, si vous résistez un peu au stress quand même, c'est un très beau métier, un métier très intéressant. Et donc battez-vous pour le faire, faites-vous remarquer pendant les stages. Mais c'est clair que c'est pas simple, c'est plus compliqué qu'avant, mais bon, je crois que c'est un métier qui vaut la peine qu'on se batte un peu. Même si leur formation à l'IEX demandait un travail acharné, ils en gardent de bons souvenirs. J'étais pas dans le cercle, mais je participais à tout ce qu'ils organisaient en tout cas. Les skis que j'ai fait avec l'IEX, les soirées, les balles, etc. Bien sûr, je m'en rappelle et ça reste les souvenirs les plus ancrés, sans doute plus que les cours que j'ai suivis là-bas. Moi, je faisais partie du cercle des étudiants, donc on organisait des soirées. J'étais debout sur le bar, à la cafette. Pour moi, ça a été aussi important voilà, de vivre cette vie d'étudiant pleinement et de rencontrer des gens d'univers différents, mais d'avoir un but commun et une passion commune finalement pour l'info. Donc voilà, plein de bons souvenirs. C'est un métier difficile qui réunit les passionnés de l'information. De l'IEX au plateau télé, la route est longue, mais le jeu en vaut la chandelle. Thomas Deschamps est journaliste à la RTBF et il présente régulièrement le SCAN. En plus de présenter le SCAN, il fait également souvent des duplex. Des réunions ministérielles sponsorisées par BMW ou Coca-Cola, ça semble dingue. Et pourtant, c'est exactement comme cela que fonctionne le Conseil de l'Union européenne. Cette semaine, on scanne les méandres des institutions européennes. Business, politique ne sont jamais bien.
Vous êtes donc sorti de l'IEX en 2014, Oui, déjà. dans la même promo que Nicolas Pipin, n'est-ce pas? Qu'on a justement vu. Absolument, on ne se connaissait pas hyper bien à l'époque, mais on se connaissait, on s'appréciait et je suis très impressionné de son parcours, c'est chouette de le voir aujourd'hui. Est-ce qu'en sortant de l'IEX, votre but a toujours été d'être face à la caméra, de faire des duplex, etc.? Alors non, pas du tout. Moi, pour tout vous dire, à la base, je voulais faire de la presse écrite. Donc voilà, c'était pas évidemment le mieux pour passer devant la caméra. Et finalement, dans ma courte carrière journalistique, ce que j'ai fait le moins, c'est de la presse écrite. Donc voilà, il faut être un peu ouvert aux opportunités. Mais maintenant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se prend en jeu, voilà. Et ma mère est très contente, elle, par contre, que je passe à la télé. Comment votre formation à l'IEX a fait en sorte que vous puissiez faire le métier que vous avez aujourd'hui? Bah, de plein de manières. Hein. C'est vrai qu'à l'IEX, vous le savez, on touche un peu à tout. Donc, allez, je pense que ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous arrivez dans un média en sortant de l'IEX, vous n'êtes pas prêt. Et ça, dites-le vous bien. Mais vous êtes déjà plus prêt qu'en n'y allant pas. C'est déjà pas mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc voilà, donc ça m'a aidé de plein de manières. Déjà, juste d'apprendre la débrouillardise, comme vous le faites aujourd'hui, et de savoir réagir aux imprévus. Et du coup, en sortant de l'IEX, comment se sont passés vos premiers mois de jeune diplômé? Alors, en sortant de l'IEX, donc moi j'avais commencé à faire des piges pour le bureau de France Télévisions à Bruxelles, qui prend peut-être encore aujourd'hui des stagiaires, je ne sais pas. Donc ce que je veux dire, c'est que j'avais commencé à être pigiste pour eux avant de sortir de l'IEX. Et donc ma sortie de l'IEX s'est faite finalement de manière assez fluide. J'ai continué à travailler pour eux, j'avais forcément plus de temps que j'avais plus les études. Puis j'ai commencé à chercher des piges ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai fait un tout petit peu de presse écrite. Et puis voilà, les choses en amenant une autre. Je suis aujourd'hui à la RTBF, mais ça s'est fait de manière assez fluide. Dans le reportage qu'on vient de voir, Véronique et Nicolas disent qu'il ne faut pas sortir de ses études et directement vouloir être présentateur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je pense qu'ils ont totalement raison, hein. Ce serait vraiment une grave erreur. Hein. Je veux dire, faire l'IEX ou faire le journalisme pour être présentateur ou présentatrice, c'est n'importe quoi. C'est comme se lancer dans la musique pour vouloir absolument, je ne sais pas, devenir une star. On fait d'abord de la musique parce qu'on aime la musique, puis éventuellement on devient une star sur MTV ou sur YouTube. Et là c'est pareil, on fait du journalisme pour faire du journalisme. Et les présentateurs et présentatrices sont avant tout journalistes. Et d'ailleurs certains y reviennent. Hein. Je prends l'exemple de Eric Béver chez nous, qui était présentateur et qui aujourd'hui est redevenu entre guillemets simple journaliste, mais c'est très honorable aussi. Et du coup, vous, comment vous êtes arrivé à ce poste de présentateur du scan, de présentation en duplex à la RTBF? Alors, pour les duplex, c'est simple. À partir du moment où vous êtes journaliste pour le journal télévisé, vous êtes amené à en faire régulièrement et tout le monde est amené à en faire. Alors, pour les plus jeunes, disons qu'il y a une période où on tolère le fait qu'éventuellement on ne leur demande pas de duplex parce que voilà, ça demande un petit peu d'entraînement et d'être un tout petit peu aguerri. Mais de toute façon, tous les journalistes du JT sont amenés à faire des duplex. Pour le scan, là c'est très simple, c'est simplement parce que Sébastien Giron qui avait le poste, donc pendant tout un moment ça a été mon collègue Tristan Godard, puis ça a été Sébastien Giron, ils personnifiaient, ils incarnaient le scan à eux tout seuls. Quand Sébastien Giron a décidé de quitter le scan, ils ont décidé à la RTBF de plutôt prendre une équipe de présentateurs et de présentatrices, de journalistes qui allaient incarner le scan plutôt qu'une seule personne, parce que c'était un petit peu lourd pour une seule personne. Et voilà, on est venu me chercher pour me dire est-ce que toi ça ne t'intéresserait pas? Ça s'est fait un peu naturellement. Vous préférez le scan ou les duplex? C'est très différent parce que le scan c'est assez sympa comme séquence, parce que voilà, il y a ces effets en plateau, c'est un montage très différent, on a un peu plus de temps pour le faire qu'un simple sujet JT. Mais j'ai quand même une petite préférence je pense pour les duplex parce qu'il y a cette petite adrénaline du direct qu'on n'a pas en enregistrant quelque chose en plateau. Et en plus de l'adrénaline du direct, c'est quoi les difficultés de faire un duplex? Et comment est-ce qu'on fait un bon duplex d'ailleurs? Bah, c'est quoi un bon duplex? Bonne question. Et comment est-ce qu'on fait ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a commencé, il ne faut pas s'arrêter. Il faut comprendre qu'on est dans un tunnel. Il n'y a pas de « désolé, ça ne va pas, je vais m'arrêter ». Ça, c'est sûr. Il faut aller au bout aussi. Hein. On ne peut pas terminer comme ça où on sent que vous avez oublié un truc. Il faut essayer d'aller au bout. Après, honnêtement, il y a plein de techniques. Moi, par exemple, j'ai toujours des notes dans ma main droite, quelques notes, voilà, des mots-clés qui sont un peu mon filet de sécurité, mon filet de secours en cas de problème. D'autres n'en ont pas. Certains répètent plus que d'autres. Honnêtement, c'est un peu en fonction des caractères. Merci beaucoup Thomas. Merci. 215 millions d'euros, c'est la somme pour laquelle RTL a été racheté. Ce rachat va probablement avoir comme influence beaucoup de changements structurels au sein du groupe. Nimédia Kadri, cette restructuration met-elle en péril l'avenir des journalistes?
Alors oui, donc là je vais vous parler de Marina qui a 26 ans, elle est employée chez RTL et elle avait pour projet d'acheter un appartement, rien de foufou pour le moment, mais ce projet elle a dû le mettre tout simplement sur pause, comme vous le savez, dû à cet avenir totalement incertain. Donc petit rappel des faits, le groupe DPG Media et le groupe Rossel ont racheté RTL en mars dernier. Ils sont donc actionnaires à 50%. Ils ont annoncé qu'ils allaient garder la même ligne de conduite, qu'ils garantiraient l'indépendance des contenus, mais surtout qu'ils allaient maintenir l'emploi. Et c'est ce dernier point qui pose problème. Marina et d'autres collègues chez RTL se posent des questions sur leur avenir. Une première restructuration a eu lieu le 2 mai dernier et déjà 63 collaborateurs d'RTL ont été déplacés vers les régies publicitaires de Rossel et de DPG Media. Donc voilà, l'interrogation est toujours, il y a toujours une interrogation et on se pose des questions sur les prochains services qui vont être tout simplement restructurés. Merci Numidia. Le diplôme en poche, il n'est pas toujours évident de trouver du boulot. Et il est encore plus compliqué de trouver un CDI. Mais qu'en est-il pour les anciens étudiants de l'IEX, Valentine Voros, Marie Debauche, Shuri Volkart, Colin Decoster et Colline Balto, les ont rencontrés. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission Les Visiteurs du Soir, version de la région de Kherson envisage de demander à Vladimir Poutine. Jim et Antoine sont fraîchement diplômés de l'IEX. Le premier en est sorti il y a 5 ans, l'autre l'an dernier. Comme pour beaucoup, trouver un CDI s'apparente à un parcours d'obstacles. Jim a commencé en tant que pigiste à la RTBF, mais très vite, son appétit grandissant lui a fait changer d'avis. Il y a toujours pour un jeune journaliste cette envie d'aller plus loin, de pourquoi pas décrocher aussi un CDI. J'ai bien compris qu'à la RTBF, ça allait être compliqué dans un laps de temps assez court. Et LN24 se lançait justement à ce moment-là, donc en 2019. Comme c'était une nouvelle structure, toute petite structure, celui qui voulait faire pouvait faire. Antoine, quant à lui, est arrivé à RTL grâce à un stage. À la fin de mon stage, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance à la rédaction. Donc j'ai été toqué à la fenêtre de Nathanaël Poli. Et puis j'ai commencé rapidement, fin septembre, à travailler à la rédaction et aussi à la production. En sortant de l'IEX, certains étudiants sont inquiets quant à leur avenir. Pour réussir son entrée dans le milieu journalistique, il ne faut rien laisser au hasard. Ça m'a servi à moi, c'est faire beaucoup plus que ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'à la fois pour le bien-être personnel, pour se sentir bien et pour espérer aussi, in fine, avoir ce dont on a envie d'avoir, on te demande de faire ça, tu proposes de faire plus. Je pense qu'à mon avis, avoir plusieurs lieux de stage pour pouvoir se faire une idée du paysage médiatique belge francophone, voire même à l'étranger, c'est très important de pouvoir se faire déjà remarquer. Au-delà du processus habituel, les recruteurs s'attachent à d'autres détails. La qualité d'un CV n'est pas à prendre comme argent comptant. Je parlerai plutôt d'une attitude en fait, vraiment qu'on perçoive que c'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour ce métier, qui a de l'intérêt pour l'actu, qui a vraiment la niaque et qui a vraiment envie en fait. Et ça passe pas par le CV ou la lettre de motivation, mais ça passe principalement par le moment où on se rencontre. Dans un climat social tendu, le modèle indépendant fait trembler les étudiants. Pourtant, cela reste la voie classique pour les jeunes journalistes. C'est pas nécessairement négatif d'être pigiste. Ça permet justement beaucoup plus de liberté et un apprentissage, je pense, plus important. Parfois, les attentes des néo-diplômés ne correspondent pas à la réalité du terrain. Il y a un risque d'être déçu si quand on sort de l'IEX, on compte signer un CDI quelque part. Parce que ça n'arrive quasiment jamais. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pas grave, au contraire. Selon une étude de la Smart, 18% des étudiants en journalisme trouvent un CDI dans les 3 ans suivant leur diplôme. Pas d'inquiétude donc, persévérance et passion semblent être les moteurs d'une carrière journalistique fructueuse. Vous l'avez compris, dans les grands groupes médias, les CDI se font rares. Une alternative pour les journalistes est de devenir indépendants. Mais avant de devenir pigiste, il y a quelques petites choses à savoir. Fabienne Gaumont, que faut-il savoir ? Alors déjà, une fois le master à l'IEX achevé, il faut savoir déjà qu'il faudra peut-être commencer à songer à travailler. Un journaliste sur 5 en Belgique est journaliste freelance. Donc il y a de grandes chances qu'après l'IEX, vous soyez du coup pigiste. Le stage de fin d'études, il permet de se faire des contacts et de prouver également sa valeur aux différentes rédactions. Si vous êtes bon, il y aura sûrement des piges à la clé. Pas de crainte, même si le statut est fortement critiqué même au sein de la profession. Pour ces contrats à durée très déterminée justement, la rémunération reste cependant assez correcte. Donc le statut il est très intéressant pour les jeunes. Après les études, on se demande un peu dans quel domaine travailler. Le sport, la culture, la politique, mais également dans quel format. La presse écrite, la radio, le web. Donc vous avez le choix.
Être freelance, ça permet justement d'expérimenter tous les champs possibles pour trouver justement ce qu'on aime. Donc en signant un contrat avec un média, il faudra du coup passer par une entreprise qu'on a évoquée dans le reportage d'avant qui s'appelle par exemple la Smart, qui s'occupe de l'administratif et qui vous assurera sur votre lieu de travail. N'oubliez pas, le plus important, c'est également eux qui vont vous payer. Donc cumuler des piges pour plusieurs médias, c'est possible et c'est un bon moyen pour augmenter ses revenus. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, pour préparer votre entrée sur le marché du travail le mieux possible. Merci beaucoup Fabienne. Comme chaque année à la mi-mai, des étudiants de l'IEX organisent la BICOM. Des concerts, des conférences et des rencontres sont au programme tout au long de l'après-midi. Clara Roubaud est l'une des organisatrices de cette BICOM et entre quelques préparatifs, elle nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Merci beaucoup Clara. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la BICOM au juste? Alors la BICOM, c'est une initiative de base du CX. Donc le CX, c'est le cercle des étudiants de l'IEX, mais c'est aussi un cercle d'événementiel. Et donc on s'est relié avec différents organismes tels que l'IEX en elle-même, mais également le CEG, etc., qui nous aident énormément au niveau financier, vu que c'est un événement d'une grande ampleur. Et la BICOM, en fait, ça sert un petit peu de porte ouverte à l'IEX pour montrer ce que l'IEX est capable de faire, ce que les étudiants produisent chaque jour, etc. Mais c'est aussi un moyen d'inviter des gens avec un peu plus de renommée, etc., lors des conférences, des ateliers, des workshops, etc. Et justement, qui seront ces grands invités pour cette édition? Eh bien, c'est une très bonne question, je vous avoue. Je vous invite vraiment à venir les voir tout à l'heure. Ils seront dans le hall du BV. Alors, le Covid a eu raison des 2 dernières éditions. On se doute que pour le retour, vous avez préparé un programme de feu. Qu'est-ce qu'on pourra faire cet après-midi à la BICOM? Exactement. Le Covid nous a obligés à annuler les 2 dernières éditions, mais nous a quand même mis des bâtons dans les roues pour l'édition d'aujourd'hui. On a dû prévoir un plan de secours au cas où le Covid faisait son grand retour. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et au niveau du programme, on a vraiment essayé de rester dans la continuité de ce qui avait été fait depuis quelques années, donc avec des interviews et des conférences avec de grands noms du journalisme, etc. Merci en tout cas à M. Raskin qui nous a ouvert son carnet d'adresses. Mais on a aussi voulu rendre la BICOM un peu plus accessible aux jeunes et aux médias actuels. Donc on a beaucoup de workshops avec des influenceurs en réalité, donc beaucoup qui travaillent sur Instagram, TikTok, etc., qui sont quand même les réseaux sociaux qui sont en pleine ascension pour le moment. Et bien évidemment les concerts toute l'après-midi et une bonne partie de la nuit pour passer un bon moment. Et avant, la BICOM était connue sous le nom de la Nuit des médias. Exactement. C'est quoi les principaux changements entre les deux? Concrètement, le principe reste le même. C'est vraiment la vitrine et montrer ce que l'IEX pouvait produire. Mais c'est juste qu'on trouvait que le nom BICOM impactait beaucoup plus les gens, vu qu'en fait, BICOM, ça veut dire devenir, etc. Enfin, c'est beaucoup plus l'avenir de la communication qui est ressenti grâce à ce nom. On voulait beaucoup plus mettre l'accent là-dessus que juste sur les médias en général. Et en tant qu'étudiante, c'est enrichissant de préparer une BICOM? C'est très enrichissant, c'est beaucoup de boulot. Mais au-delà de la préparer, je trouve qu'y assister, moi j'ai eu la chance d'être invitée aux Nuits des médias par mon grand frère qui était à l'IEX. Et donc je l'ai vu de 15 à 18 ans, j'y étais chaque année. Et c'est vrai que c'est super enrichissant en tant qu'étudiant de venir, de découvrir un petit peu les différents métiers, les différents débouchés qu'il y a. Et après se retrouver de l'autre côté de l'organisation, de devoir la créer, c'est vrai que c'est super enrichissant, c'est apprendre sur le moment. Mais c'est vrai que aussi c'est beaucoup de stress, ça demande beaucoup d'organisation. Et du coup, c'est bien gratuit et ouvert à tous, c'est ça? Exactement. C'est ouvert à tout le monde et ça permet aussi aux étudiants qui ne sont pas encore à l'université de venir voir si l'IEX leur plaît et si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Merci beaucoup Clara. D'ailleurs, la BICOM sera peut-être l'occasion pour vous de faire des rencontres. Des rencontres qui peuvent parfois laisser place à l'amour. Et oui, au fil des années, de nombreux couples se sont formés au sein de l'IEX. Alors certains de ces couples ont même persisté au point de fonder une famille. Fabienne Gaumont, Julienne Lafouille, Gwen Marine et Guillaume Tournet ont rencontré 2 de ces couples made in IEX. Ici, Martine et sa famille vivent à Hénin. Elle est ce qu'on pourrait appeler un bébé IEX. Ses parents s'y sont rencontrés en 2006. On a été au ski avec le CX. Donc ça, tu vois, on s'est rencontrés en septembre et puis c'était quand? En janvier, quoi. En janvier, là, moi, c'est vrai que le ski, tout à coup, je suis quand même bien tombée amoureuse d'Antoine, mais il me regardait pas trop. Donc j'ai dû un peu travailler. Cécile et Johan habitent quant à eux à Waterloo.
Ils se sont rencontrés à Lièx en 1990. Visiblement, ils se sont bien rapprochés en guindaille. On est allés aux 24 heures vélo ensemble à Louvain-la-Neuve et un coup de bière de trop et voilà. Ceci dit, on ne regrette rien du tout. Hein. J'ai pas trop mal choisi, c'est vrai. La soirée parrainage. Non, c'est vrai. À la cafette. À la cafette. Cependant, tout n'a pas toujours été rose lorsque les deux amoureux ont terminé leurs études. Cécile s'est envolée pour Dubaï, tandis que Johan est parti 1 an à Stockholm. À cette époque, pas de Facebook ni de WhatsApp. La relation s'annonçait compliquée. On avait décidé que Johan se trouverait une belle Suédoise et puis moi un riche arabe, mais ça s'est jamais fait, on n'a jamais trouvé. On communiquait par fax et régulièrement on se rendait compte qu'en fait ni l'un ni l'autre n'avait trouvé et donc voilà, 1 an après on a quand même, la relation a survécu à ça et en fait c'est suite à cette année-là qu'on s'est installé, on s'est mis en couple en fait en ménage. Elle a même des cours, elle devait regarder la télévision pour les cours. Alors, c'était bien parce que parfois... Antoine et Virginie ont aussi vécu des hauts et des bas. Il est parti en Erasmus et quand l'Erasmus ça s'est bien passé, moi je suis venue te voir quelques fois. Et puis c'est au retour où en fait là c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait chacun un peu appris un peu à vivre séparément. Donc là on s'est un peu séparés. Romantique que se clôture notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous souhaitons une bonne Bicom si, comme nous, vous avez décidé d'y passer. Merci beaucoup.